ligne est inférieure à la ligne occlusale. Donc, on va pouvoir les utiliser. En revanche, comme vous le savez, donc petit rappel, la prise d'empreinte Pop-in, le transfert va rester fixe dans l'implant et on va venir le repositionner par la suite. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir des contraintes qui sont exercées sur le matériau lors de la désinsertion et on peut encore avoir des erreurs lors du repositionnement dans l'empreinte. Et en plus de ça, dû au fait que ce transfert reste sur l'implant, en cas de divergence des implants, on ne va pas pouvoir l'utiliser puisqu'on va complètement déformer l'empreinte. Et donc, on est bon pour tout refaire. Et c'est pourquoi, par la suite, il y a la prise d'empreinte pick-up qui a été développée, donc avec une fiabilité et une précision nettement supérieure, puisque on va venir dévisser le transfert de l'implant, donc il va venir avec l'empreinte, donc il sera immobile complètement dans l'empreinte, et donc on n'aura pas cette déformation du silicone ou du matériau d'empreinte. En revanche, avec cette technique, la mise en œuvre est un peu plus longue, puisque pour dévisser le transfert de l'implant, on a besoin d'accéder à la vis, donc on aura besoin de préparer le porte-empreinte. Et comme vous pouvez le voir sur les images, les transferts sont plus hauts, donc on a besoin d'une ouverture buccale un peu plus importante. Mais pour un peu contrer ces inconvénients, il y a d'autres types de transferts qui existent, donc, comme par exemple le transfert démontable, qui est composé de 3 parties. Donc, une première partie, donc la partie bleue qui est le transfert, la partie rouge, l'hexagone, et ensuite la partie verte, la vis, qui sont tous les trois dissociables les unes des autres. Et quel est l'intérêt de ce transfert? En fait, si on prend ce cas-là, dans le cas où on a une divergence des implants inférieure ou égale à 22 degrés, on va pouvoir utiliser le transfert classique. En revanche, si elle est supérieure, donc on va pouvoir venir rattraper du coup un peu cette angulation sans déformer la matière jusqu'à 60 degrés. Parce que si on prend cet exemple, on ne va pas pouvoir retirer l'empreinte de façon verticale puisqu'on aura ce point de contact donc dans la connectique qui va bloquer. Et l'intérêt donc de ce transfert, c'est qu'on va pouvoir retirer la partie hexagonale et la vis pour être uniquement guidé sur la partie conique. Et là, on va pouvoir retirer l'empreinte très facilement. En revanche, comme pour les pick-up classiques, les transferts ils sont très hauts, donc nécessitent une forte ouverture buccale. C'est pourquoi en fait, on a le transfert clipsé, donc qui va permettre de gagner du temps, mais également de l'utiliser en cas de faible ouverture buccale, puisque comme vous voyez, on est à peu près à la ligne occlusale. Mais on va également gagner du temps, puisque vu qu'il est clipsé, on n'a pas de vis, donc on n'a pas besoin de préparer le porte-empreinte. En revanche, il faut vraiment s'assurer du bon positionnement, puisque en fait, l'appréhension va se faire par déformation au niveau de l'hexagone. Et donc, en forçant un peu, on peut venir légèrement mal l'enclencher dans la connectique. Donc, c'est pourquoi on retrouve une rainure à ce niveau-là qui doit être cachée dans la connectique pour s'assurer du bon positionnement. Si vous la voyez, c'est que votre transfert est mal mis. Donc voilà un peu pour la prise d'empreinte conventionnelle. Alors c'était très rapide. Là, on va vraiment s'intéresser donc à la prise d'empreinte numérique parce qu'aujourd'hui sur le marché, il y a un grand nombre de marques qui se battent, mais avec l'évolution technologique, en ce moment, c'est quasiment impossible d'avoir une mauvaise caméra. Mais pour avoir une bonne empreinte numérique, ça commence déjà par l'empreinte que vous allez envoyer auprès du laboratoire. Vous vous en doutez, s'il reçoit une empreinte de ce type-là, c'est quelque chose qui va pas pouvoir traiter puisqu'il y a des trous partout. Et en plus de ça, le scan body est mal scanné, donc il y aura des erreurs pour la détermination de la position de l'implant et donc lors de la création de la restauration. Alors qu'avec un scan de ce type, ça sera beaucoup plus facile pour lui et on va voir du coup les erreurs et comment on peut avoir ce type d'empreinte. Alors pour cela, il faut comprendre comment ça se passe en bouche. Alors en bouche, il n'y a que des courbes. Et sauf que la caméra, elle ne va enregistrer ni courbe ni trait, elle va uniquement enregistrer des points. Donc c'est-à-dire que quand on va scanner par exemple cette courbe, elle va l'enregistrer par des milliers de points. Alors là, j'en ai que mis 3 pour que vous compreniez vraiment, mais il faut vraiment s'imaginer que là, il y a des milliers de points qui sont, Et par contre, qui suivent la courbe. Et donc, il y aura un premier traitement donc, qui va permettre de relier ces points sous forme de triangle. Et ensuite, il y aura un second traitement par le logiciel pour avoir cette représentation qu'on a l'habitude d'avoir et que le laboratoire va pouvoir utiliser. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en temps normal, tout ce qu'on va scanner, théoriquement, c'est faux.
puisqu'il y aura toujours un delta entre le triangle et la courbe. Alors ce delta, il sera très infime. Là, encore une fois, on n'a que 3 points, mais il va falloir s'imaginer qu'il y a des milliers de points, donc ça sera vraiment non significatif. Mais c'est juste que ce delta, en fait, lorsqu'on va repasser un endroit où on est déjà passé, le point, il va être légèrement décalé par la caméra. Et en fait, on va se retrouver donc avec des points légèrement décalés. Et donc, si vous pensez améliorer votre scan en passant 50 fois au même endroit, vous vous trompez, vous allez juste augmenter les déviations. Et donc, si on récapitule, comment ça se passe? On va scanner, donc il y aura des points. Il y aura un premier traitement, donc, où on appelle ça le maillage. Donc, on va relier tous les points avec des triangles. Et ensuite, il y aura un second traitement, donc, pour obtenir la représentation qu'on a l'habitude de voir et où on va pouvoir travailler dessus. Pourquoi il y a eu cette seconde étape? Puisque là, en fait, si vous voyez, là, on est zoomé, donc on voit bien les triangles, mais si on regarde là derrière, c'est tout noir. Et là, ça va être ingérable pour le laboratoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un deuxième traitement. Mais pour, du coup, éviter ce décalage donc, au niveau des points, lorsqu'on va repasser un endroit, moi, je vous conseille fortement de calibrer donc, la caméra. Alors, il y a deux types de caméras en réalité. Il y a des caméras qui sont autocalibrantes, donc qui se calibrent tout seuls. Mais il y a également des caméras qui disposent d'un boîtier dans lequel on doit venir mettre la caméra pour venir scanner. Alors, personnellement, je ne sais pas si ça a un réel impact, mais les constructeurs ont quand même mis ça en place et on va venir donc éviter donc, ces potentielles déviations. Et je pense qu'il est utile de perdre 5 minutes à calibrer la caméra. Alors, surtout qu'il ne faut pas le faire à chaque fois. Ça va être vraiment le logiciel qui va dire au bout de autant d'utilisation ou d'un certain nombre de jours, il va falloir la recalibrer. Mais bon, ce n'est pas le seul impact puisque il y a la tête de scannage qui a également un impact sur la prise d'empreinte et notamment le miroir, donc à l'intérieur de la tête de scannage qui doit être propre et sec. Alors en temps normal, il sera toujours sec puisque les têtes de scannage, elles sont chauffantes maintenant pour éviter la buée, mais il doit également être propre puisque ce miroir, il va permettre de réfléchir le signal émis par la caméra et il va permettre également de recueillir les données les données de l'objet qu'on veut scanner, donc pour envoyer les différents points que la caméra va acquérir. Et donc ça va être quelque chose de très important et c'est là où vient l'intérêt donc des têtes de scannage jetables puisque en fait on va venir à chaque fois avoir une nouvelle tête de scannage, donc on n'a pas cette erreur donc au niveau du miroir puisque ce sera toujours un neuf. L'inconvénient des têtes réutilisables, c'est qu'au bout d'un certain nombre de cycles de stérilisation, c'est possible que le miroir soit légèrement voilé ou rayé. Donc vraiment, si vous utilisez des têtes réutilisables, assurez-vous que ce miroir il soit propre et en bon état. Et après, selon la littérature, peu importe la caméra, si on a un mouvement doux et constant lorsqu'on va venir scanner donc, notre arcade, on aura un très bon résultat. Et c'est là, du coup, que vient l'importance du chemin de scannage. Alors moi, je vais vous en proposer un qui, selon la littérature, est le meilleur. Mais après, il y a certaines caméras qui proposent, eux, un chemin de scannage différent, optimisé pour leur utilisation. Dans les deux cas, ça va fonctionner. Le seul vraiment point important, c'est que vous soyez dans la continuité. Donc le chemin que moi je vous propose, ça va être de passer l'ensemble de la ligne occlusale, donc en inclinant légèrement la caméra au niveau des incisives du côté lingual ou palatin, et ensuite dans la continuité faire l'ensemble de la partie linguale ou palatin et ensuite la partie vestibulaire. Et tout ça vraiment dans la continuité. Et seulement à ce moment-là, dès que vous aurez fait tout ce chemin, vous pourrez combler les trous. Pourquoi pas avant? Parce que si vous commencez un endroit, vous revenez en arrière parce qu'il y a un trou et vous repartez, c'est là où on aura potentiellement des déviations. Alors que si vous avez fait tout le chemin et que vous comblez un trou à un endroit, la caméra elle va avoir plus de points pour se repérer. Et donc, on va vraiment éviter les déviations. Et après, pour la partie occlusion, on va balayer de haut en bas, donc l'ensemble de la bouche. Après, là, ça va bien fonctionner lorsqu'on a une restauration plurale ou unitaire et qu'on a encore des dents en bouche, puisqu'il faut aider la caméra à se guider. Dans le cas d'un édenté total, ça va être légèrement différent,
Pour ça, il y a plusieurs solutions qui existent. Donc, comme par exemple les scan body que propose Dynamic ou d'autres marques, ben, avec des guides qu'on va pouvoir venir visser ou clipser sur le scan body. Donc, ces guides, ils sont en général en pic. Et en fait, l'essentiel, c'est d'avoir un matériau opaque pour éviter toute réflexion de la lumière. Et en fait, on va venir du coup, grâce à ça, aider la caméra à se guider parce que certaines caméras n'arrivent pas à se repérer uniquement avec des tissus mous. Mais si vous voulez pas utiliser ces scan body parce que vous en avez déjà au laboratoire, euh, au, au cabinet, ben, vous pouvez utiliser également du fil dentaire sur lequel vous allez mettre du Luxabite. Seul inconvénient, c'est que vous risquez potentiellement d'abîmer vos scan body. Après, là, sur l'image, il y en a vraiment beaucoup. Si vous en mettez juste au milieu sur le fil dentaire, ça va éviter que vous abîmez vos scan body et ça permettra également à la caméra de se guider. Après, il y a une troisième solution qui est un peu plus simple et c'est quelque chose qu'on dispose tous, c'est des élastiques qu'on va pouvoir venir mettre au niveau des têtes de vis dans notre cas, puisque la tête de vis, elle est visible. En revanche, si ça l'est pas, vous pouvez la mettre au niveau du corps, mais il faut vraiment faire attention à la zone utile pour le laboratoire. Par exemple, si on prend l'exemple de nos scan body, nous, ce qui nous sera utile, c'est la partie donc, pentagonale, donc avec les 5 faces, et la partie cylindrique jusqu'à la rainure. Donc vraiment, l'élastique, vous pouvez le mettre en dessous, mais surtout pas sur cette zone-là, parce que c'est une zone essentielle pour le laboratoire pour déterminer la position de l'implant. On va voir après dans un second temps comment ça fonctionne sur le logiciel. Mais voilà, vraiment, mettez-le, demandez au pire au laboratoire quelle surface est vraiment utile pour lui. Donc voilà, on a vu comment guider, donc aider la caméra à se guider. Après, la technique de scannage, elle a également un impact, puisque en fonction de la taille, on va venir avoir une zone où on va prendre un maximum de points avec une tête de scannage plus épaisse, enfin plus grande qu'une petite. Pourquoi? Ben, en fait, ça a été montré scientifiquement qu'avec une tête de scannage plus petite, on va augmenter le matching. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour ça, je vais. Donc voilà, vous voyez déjà le champ, il va être nettement supérieur entre les deux. Et pour ça, je vais l'illustrer par ce cas-là. Donc là, on s'imagine que c'est le nombre de points que la caméra va utiliser avec une grande tête de scannage à un instant T. Et lorsqu'on va se décaler, la caméra, elle fonctionne de proche en proche, c'est-à-dire qu'elle va utiliser des points qu'elle a déjà scannés auparavant et pour placer les points suivants. Donc là, lorsqu'on va se décaler, elle va utiliser, bon, c'est vraiment caricaturé, mais elle va utiliser cette colonne pour placer les points suivants et ainsi de suite. Alors que si on a une petite tête de scannage, déjà, on voit qu'à un instant T, on aura divisé par 4 le nombre de points qu'on va acquérir. Et en plus, au lieu d'avoir 3 matchings pour une surface identique, on en aura 27. Donc là, on va vraiment augmenter les potentielles erreurs d'acquisition. Alors, je ne dis pas que la tête de scannage petite est mauvaise. Dans certains cas, ben, ça peut être très utile, notamment si on a une faible accessibilité ou une faible ouverture buccale. C'est juste que dans le cas où vous pouvez utiliser des grandes têtes de scannage, je vous le conseille fortement. Ça va vous faire gagner du temps et éviter quelques erreurs. Après, ben, la petite, par exemple, si on a un angle un peu vif, puisqu'il faut une certaine distance pour que la caméra elle, puisse détecter la surface, bah, ça va vous permettre de se rapprocher un peu plus. Après, vraiment, lorsque vous avez un angle vif comme ça, bah, ça va être très dur de le scanner. Il faut vraiment avoir votre préparation, quelque chose de continu, et ça évitera encore une fois les erreurs. Parce qu'il faut bien penser qu'en bouche, bah, on a de la salive, on a du sang. Donc, en fait, ça va potentiellement aussi dévier votre signal. Donc, au lieu qu'il aille tout droit, il sera légèrement décalé. Et en plus de ça, si on le combine avec la lumière, ben, on va encore amplifier les erreurs. Donc, nous, on conseille d'éteindre la lampe sialytique et de vraiment travailler uniquement avec la lumière du jour. Donc, voilà pour tout ce qui est trajectoire et tout, mais il y a encore des limites pour cette prise d'empreinte optique, puisque si on la compare avec la prise d'empreinte traditionnelle, sur des zones donc, de contre-dépouille, bah, le fluide il va pouvoir se faufiler, et donc il y aura juste une petite zone donc, qui sera, on n'aura pas l'information, mais en général, ce ne sera pas très grave, alors qu'avec une prise d'empreinte numérique, toute zone où la lumière n'est pas, enfin, où la lumière ne rentre pas sont des zones mortes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une petite zone comme celle-ci, on aura aucune information sur cette zone-là.
Donc vraiment, il faut éviter ces zones de contre-dépouille lorsque vous faites une prise d'empreinte numérique. Donc voilà un peu pour les caméras intraorales. Après, pour éviter justement encore ces déviations, et notamment dans le cas d'une restauration plurale, il y a d'autres technologies qu'on peut intégrer, donc en combinaison avec la prise d'empreinte classique, ça va être la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, qu'est-ce que c'est? En fait, on va venir prendre en photo un grand nombre de photos avec un appareil, donc en noir et blanc, et en fait, ça permet de positionner spatialement un objet. Donc, c'est ce qu'utilise par exemple Google Maps sur son site internet pour ses représentations. Mais là, dans notre cas, comment ça va marcher? On va utiliser des scan body spécifiques, donc en noir et blanc, étant donné que les photos de l'appareil sont seulement en noir et blanc, pour du coup positionner donc nos implants. Alors pourquoi on va le combiner avec la caméra intraorale? Puisque la photogrammétrie ne permet pas d'avoir des informations sur les tissus mous. C'est pour ça qu'on va combiner les deux. Donc, comment ça se passe? On va vraiment balayer l'extérieur de la bouche. Donc, en général, ça prend quelques secondes, c'est vraiment très rapide. Et on va obtenir ce type de fichier qui, là, à ce moment-là, n'est pas traitable par le laboratoire puisqu'il n'a pas cette bibliothèque avec ses scan body. Donc, si vous utilisez cette technique, veuillez à bien faire attention que les scan body de la caméra intraorale sont intégrés dans le logiciel puisqu'on va venir convertir ce fichier avec des coques de la caméra intraorale pour obtenir donc tous ces fichiers. Donc ça, c'est la partie avec le scanner intraoral, donc la partie antagoniste, scan body et profil d'émergence. Et donc ça, c'est le fichier lorsqu'on aura exporté de la photogrammétrie. Et pourquoi on a besoin de ces deux fichiers? Puisque après, dans un second temps, sur Exocad, Treeshape ou n'importe quel logiciel de conception, on va venir faire coïncider les deux. Donc en sélectionnant des points. Donc là, à ce niveau-là, un premier point, deuxième point et troisième point. Et ensuite, l'intelligence artificielle va faire en sorte que les deux soient coïncidés au mieux. Et après, il faudra vraiment travailler sur le fichier de photogrammétrie, parce que sinon, c'est une prise d'empreinte classique. Donc, la caméra intraorale, c'est vraiment juste pour avoir les informations sur les tissus mous. Et pourquoi? En fait, ça va être beaucoup plus précis l'espacement entre les scan body, puisque si on regarde sur cette image-là, chaque zone de couleur, c'est une différence entre les deux fichiers. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une différence significative entre entre les deux scans. Et si on a un décalage ou une déviation trop importante, en fait, votre bridge, il sera peut-être surcontraint et il va casser plus vite. Donc, c'est vraiment important. Après, là, c'est les premières technologies de photogrammétrie. Lors de l'ADF 2024, il y a Euromax, ils ont sorti une nouvelle caméra, une caméra intraorale qui combine cette technologie de photogrammétrie. Et donc là, on va utiliser des scan body différents. Alors, il faut vraiment faire attention. Chaque scan body est unique. On ne dirait pas comme ça, mais chaque point est positionné à un endroit bien précis. Et chaque scan body est référencé dans une boîte. Donc, si vous avez deux boîtes de ce type-là, ne mélangez surtout pas les scan body, puisque après, la caméra ne pourra pas les repositionner, puisque avant de scanner, on va scanner ce QR code avec la caméra, et en fait, on va dire, je vais utiliser un des 6 scan body dans cette boîte, ou même les 6, et pour que la caméra puisse se repositionner. Parce que quel est le procédé à suivre? On va venir prendre l'ensemble des tissus mous, on va venir mettre les scan body donc en bouche, et ensuite la caméra va se mettre en mode photogrammétrie et elle va détecter la position des points pour repositionner une coque parfaite, donc afin d'avoir la position exacte des scan body. Donc là, on voit bien que chaque point a une correspondance et, euh, et donc voilà, ainsi de suite. Et là, on se retrouve donc toujours avec deux fichiers, mais qu'on va venir faire coïncider avec une troisième empreinte, donc comme ceci. Et là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire sur un logiciel de conception, il n'est pas forcément prévu pour. Là, c'est vraiment un algorithme bien spécifique, donc on aura plus de précision avec ce type de caméra. Et encore une fois, comme chaque scan body est identique, on va venir les convertir avec des scan body intraorales classiques. Donc là, pareil, il faut bien s'assurer que le fabricant il soit intégré dans le logiciel et on retrouvera un fichier qu'on a l'habitude de voir, donc directement utilisable par le laboratoire. Il n'aura pas besoin de faire une étape en plus, donc de matching. Donc là, vraiment, on réduit les erreurs.
Alors, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Là, il y a une vidéo donc d'Euromax qui est vraiment bien expliquée. Donc, donc ça, c'est la caméra qui propose. Et donc là, voilà, on prend l'ensemble des profils d'émergence, on fait une première empreinte. Donc vous voyez, même là, cette caméra, elle arrive bien à se repérer malgré le fait qu'on n'ait pas mis les guides. Donc elle arrive à se repérer par rapport à des tissus mous. Ensuite, ben, elle se met en mode photogrammétrie, donc en noir et blanc. Et là, vous voyez, elle détecte tous les points des scan body. Et là, voilà, les coques vont se positionner. Et comment elle arrive à faire ça? Ben, en fait, c'est parce qu'on lui aura dit quel scan body on va utiliser. Donc là, elle sait directement dans quelle bibliothèque elle doit aller piocher ses scan body. Donc vous voyez, encore une fois, c'est très rapide. Et voilà, la troisième prise d'empreinte, donc pour faire coïncider les deux. Et voilà. Et donc là, après, on va faire convertir les scan body. Donc pour obtenir ce type de fichier donc, qu'on va pouvoir envoyer au laboratoire pour la restauration. Donc là, vraiment, on a vu la technologie, donc les caméras et les impacts, mais il y a aussi les scan body donc, qui ont un impact sur la prise d'empreinte, parce qu'il y en a plusieurs types. Donc, par exemple, nous, on propose deux types de scan body, donc ceux vendus par Dynamic Abutment et les nôtres. Ceux vendus par Dynamic Abutment, ils ont la particularité d'avoir un adaptateur donc, euh, pour chaque connectique implantaire et un index de scannage qui va venir être mis en place grâce à un aimant à ce niveau-là. Alors, si vous les utilisez, assurez-vous de bien les positionner puisqu'il y a un hexagone à ce niveau-là pour l'indexation. Et très souvent, on a eu des retours de problèmes d'occlusion, donc puisque cet hexagone s'était mal indexé. Et donc, si vous venez à les utiliser, appuyez légèrement dessus et tournez-les pour être sûr que ce soit bien enclenché. Et donc, c'est pour ça que nous, on a créé nos propres scan body, donc monobloc, donc avec notre connectique Océan Lila, mini implant multi-unit, et une vis imperdate, donc pour faciliter la manipulation, puisque c'est comme si vous allez manipuler qu'une seule pièce. Et aussi l'avantage de ces scan body, c'est qu'on a plusieurs surfaces de référence. Alors, dans le logiciel de conception, on va avoir besoin de surfaces de référence pour repositionner et déterminer donc la position des implants. Donc là, si vous imaginez bien que si là, ben, cette surface qui est la surface de référence, il y a un problème d'acquisition, il y aura des erreurs lors du repositionnement ou même ce ne sera pas possible. Là, dans notre cas, on a toujours quatre autres surfaces s'il y en a une qui est mauvaise. Donc, c'est un peu l'avantage de ces scan body. Puisque sur le logiciel, donc au laboratoire, il y a une bibliothèque donc par connectique implantaire et par scan body. Donc, on va venir avec une coque parfaite, donc qui reprend la forme extérieure du scan body pour déterminer vraiment la position donc, de l'implant. Et donc là, il y a vraiment là, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il y a des caméras des vendeurs qui vont dire, ah, nous, nos caméras, elles sont précises à 5 microns. Alors, c'est un avantage puisque ça évite toutes les erreurs vues précédemment, donc notamment de déviation, de distance entre les implants et tout. Sauf que à ce niveau-là, on va avoir des erreurs qui peuvent être significatives puisque en fait, on a une coque qui est parfaite, donc à une certaine dimension, qu'on va venir faire coïncider avec un scan body qui a des tolérances d'usinage. Donc là, vous voyez bien que toutes les zones oranges qui sortent, et ça, c'est valable pour n'importe quel scan body, ce sera légèrement différent. Alors, en général, si on a une bonne empreinte, ce n'est pas grave. La restauration, elle sera très bonne, puisqu'on va pouvoir la contrôler par la suite. On va juste le voir comment. Mais voilà, faut vraiment avoir la conscience que les erreurs d'acquisition, c'est un ensemble d'erreurs. Donc là, on peut les minimiser. Il faut, parce qu'à cette étape-là, on ne pourra pas. Mais voilà, on va pouvoir contrôler donc notre travail avec un modèle qu'on va venir imprimer en 3D. Donc, on retrouve l'emplacement du scan body. Donc, nous, on a des scan body vissés, donc avec un méplat pour l'élément antirotationnel et une vis pour éviter tout déplacement vertical. Mais comme pour une empreinte conventionnelle, donc le plâtre, il va venir s'adapter à notre analogue. Là, on va venir adapter notre impression à notre analogue de la même façon. En fait, il va falloir calibrer donc l'impression. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Soit vous imprimez donc une jauge de calibration,
Et nous, on préconise un jeu de 30 microns entre le trou et l'analogue pour assurer un bon positionnement. Donc, bon positionnement veut dire que la partie haute est alignée avec la rainure. Donc, si ça rentre dans cette rangée-là, ben, c'est que votre imprimante est bien calibrée. Si elle rentre par exemple dans le 50, vous savez qu'il faut enlever 20 microns à votre impression. Ou alors, bah, si vous n'utilisez pas ce type d'analogue, vous pouvez imprimer donc un cube que vous pouvez télécharger directement sur Internet. C'est un cube de 20 par 20 et vous venez le mesurer. Par exemple, dans ce cas-là, on voit qu'il y a 5 centièmes en trop. Donc, il va falloir réduire de 5 centièmes son impression. Et là, ben, il y a deux solutions. Soit certaines caméras permettent ce réglage donc directement dans l'impression, dans l'imprimante, soit ben, elles ne permettent pas et donc là, il va falloir jouer avec les paramètres de Exocad, de TreeShape ou du logiciel de conception que vous allez utiliser. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura plu et si vous avez des questions, je vous invite à activer votre micro et à les poser. Bon ben, je suppose qu'il n'y a pas de questions, donc je vais clôturer donc ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.